Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir et bienvenue à un autre épisode de Sans restriction, avantage numérique. Pat Laprade, Anne-Sophie Betté, Kim Deschênes. Grosse semaine dans le monde du hockey féminin particulièrement, puis on va en jaser tantôt. Ce sont les championnats canadiens qui débutaient, en fait, aujourd'hui. D'ailleurs, je pense qu'on va même être capable d'avoir le résultat final par la fin du podcast du tout premier match qui implique les Steniers de Concordia. Donc, grosse semaine, bien hâte de parler de tout ça avec vous autres. Commençons immédiatement. Le moment de la semaine. Anne-Saut, ton moment de la semaine? En fait, directement en lien avec ça, Pat, moi, c'est la nomination de Julie Chu. Elle est entraîneur de l'année pour une deuxième année consécutive à U-Sport. Fait que c'est pas seulement dans la RSEQ, mais vraiment à travers le Canada. Ouais. Puis, tu sais, cette fille-là, elle a rentré au programme, c'était en 2016. Puis, tu sais, moi, j'ai eu l'opportunité de jouer contre Concordia. Chewie n'était pas dans les barrages, elle était encore à Minnesota du Lutte. Mais quand est arrivé le changement ou la transformation de cette équipe-là, puis c'est sûr que quand tu regardes une saison universitaire, tu sais, normalement, les filles ont le droit de jouer 5 ans. Ça a pris un certain temps avant qu'eux fassent leur propre recrutement, puis qui ont réussi à transformer le programme parce que depuis les dernières années, c'est vraiment exceptionnel. Qu'est-ce qu'elle a réussi à faire et Caroline Ouellette également, qui sont co-entraîneurs en chef. Puis, je voulais vraiment souligner sa présence, sa performance, du fait que vraiment, c'est pas rien qu'une fois, là, c'est pas un hasard là, qu'elle a été nominée, quand c'est encore une fois pour une deuxième année consécutive. Puis, ils ont eu toute une saison. On le sait, le dénouement n'a peut-être pas été celui que probablement qu'ils voulaient en perdant contre Bishop. Mais j'ai quand même le goût de souligner leur travail, à quel point ils ont amené leur expertise. Elle et Caro comprennent exactement ce mode de vie-là parce qu'ils l'ont vécu. Ils l'ont vécu aux États-Unis, mais ils savent c'est quoi cette réalité. Puis je pense que c'est les deux meilleures personnes vraiment pour bien combler ce rôle-là puis apporter des joueuses à un autre niveau. On regarde une fille comme Amy Fecteau qui a fait partie de leur programme et maintenant qui évolue dans la LPHF. Donc, je trouvais ça bien intéressant de le mentionner. Puis, je la félicite énormément. Je veux absolument rien enlever aux autres entraîneurs-chefs de la Ligue, là, Isabelle Leclerc, Valérie Bois, Alissa Tchéré. Mais à quel point ça fait une différence pour une joueuse collégiale quand elle se cherche une équipe de savoir que tu as Julie Chou et Caroline Ouellette à la tête d'un programme de hockey universitaire. À quel point ça peut faire une différence, selon vous? Je pense que c'est quand même assez majeur. Là. On l'a vu, ils ont été chercher pratiquement les meilleurs dans les dernières années. Je pense que, je ne sais pas à quel point le recrutement est difficile dans les autres équipes, mais là, faut que tu vendes ton équipe, faut que tu vendes ta salade pour dire, nous, ici, on a un bon programme. Puis, aussi, les filles doivent choisir en lien avec leur programme d'études. Là. On a beau passer juste au hockey, mais il faut aussi regarder après, puis on le voit tout de suite. Il n'y en a pas beaucoup de filles qui sortent du RSEQ qui sont sélectionnées pour aller dans la LPHF. Fait que tu dois aller et choisir ton université en lien avec ton programme d'études. Fait que ça, c'est extrêmement important. Mais après ça, si ton programme le donne et tu as le programme de hockey qui t'avantage, ça va peser dans la balance, ça, c'est sûr et certain. Là. Non, c'est un peu les échos que j'avais sur le terrain de joueurs, justement, qui ont choisi Concordia parce qu'il y avait Julie, parce qu'il y avait également Caroline. Donc, oui, absolument. Puis on y reviendra dans le dernier segment avec le match d'aujourd'hui de Concordia. Puis il y a également eu les prix de l'année au niveau canadien dans le U-Sports. On y reviendra un peu plus tard là, dans le dernier segment qu'on consacrera à ça. Kim, ton moment de la semaine? Moi, mon moment de la semaine, en fait, c'est de voir l'implication des filles de la LPHF. On a vu les filles de New York, les filles de Minnesota, à Détroit, ils ont été sur la glace avec des jeunes filles. Puis c'est le fun de voir parce que le hockey féminin, il grandit tellement depuis les dernières années. Puis on a accès à ces filles-là. C'est fou comment ils sont gentils de donner leur temps, de participer à ces événements-là. Puis les jeunes filles, les jeunes hockeyeuses, maintenant, ils ont un rêve, un but. On les voit, ils ont des étoiles dans les yeux. Après les matchs de LPHF, de la Victoire, il y a plusieurs filles qui se rendent disponibles pour des autographes. Fait que je trouve ça vraiment le fun que le LPHF ont décidé de donner cet accès-là. Puis ça a toujours été comme ça aussi. Là, si on regarde dans les anciennes ligues, les Canadiennes, je me souviens, après chaque match, on était présents à signer des autographes. Mais
c'est le fun qu'on a accès à ces joueuses-là, en réalité. Et ça donne aussi maintenant un rêve aux jeunes hockeyeurs. Ils peuvent rêver de jouer dans la LPHF. Et aujourd'hui, on a aussi des idoles d'hockey féminines. Tu sais, si on regarde en dessous dans notre temps, il n'y en avait pas, tu sais. Moi, j'ai connu le hockey féminin aux Olympiques en 2002, tu sais. Avant ça, j'avais aucune idée que ça existait réellement. Tu sais, les filles jouaient avec les gars. On n'avait pas nécessairement de rêve. Le rêve, c'était d'aller aux Olympiques. Mais maintenant, chaque fille a un rêve de la Ligue nationale féminine maintenant, comme un petit garçon. Fait que quand j'ai vu ça, les photos cette semaine, je me suis dit, c'est le moment de la semaine parce que c'est le fun de voir les filles, les pros aujourd'hui s'impliquer avec la jeunesse, là. Fait que c'est un moment marquant quand même pour cette ligue-là. C'est le fun que tu mentionnes. Tu sais, moi, j'ai connu le hockey féminin en 2002. J'allais justement vous lancer là-dessus parce que, Anso, t'es né fin des années 80, je pense, Kim, début 90. Le hockey féminin, bon, les Jeux olympiques, ça a commencé en 98. Kim, t'étais encore toute jeune à ce moment-là, mais vos idoles de hockey quand vous étiez petite, qu'est-ce qui vous a influencé à jouer au hockey? J'imagine que c'est les joueurs de la Ligue nationale ou un joueur en particulier. Qu'est-ce qui a fait que vous avez embarqué là-dedans comme jeune fille? Ben moi, c'est sûr que j'ai un frère qui est plus vieux, fait que c'est sûr que je voulais tout faire qu'est-ce que lui faisait. C'est un peu comme ça que j'ai initié le hockey, puis j'ai vraiment aimé ça. Fait que j'ai continué à jouer, puis tu sais, après, comme Kim mentionnait, je regardais pas nécessairement je veux être comme telle personne, je veux être comme telle fille, je voulais être comme Martin Saint-Louis. Parce que Martin Saint-Louis, c'était un joueur qui était pas grand, puis qui a joué dans la Ligue nationale. Je me dis, ben moi, je suis pas grande, j'aimerais ça, tu sais, je m'associais beaucoup à lui. Qui sait, peut-être que je vais être entraîneur d'une équipe de la LPHF bientôt, on ne sait pas. Faut que tu coaches des pee-wee avant. C'est ça le tremplin. Ça c'est fait. J'ai déjà fait ça. Je suis vraiment à la prochaine étape, mais ça serait drôle l'année prochaine. Anne-Sophie Betté à la tête d'une équipe de hockey de la LPHF. Hey, il y a une expansion, là. C'est ça. Appelez-moi. Mets ta candidature. Mais non, mais c'est ça, même chose pour moi, c'est avec la famille. Mon père joue au hockey, ma mère, elle s'est impliquée beaucoup, tu sais, elle nous a amenés à l'aréna. Fait que, tu sais, je me souviens, tu sais, après, on a eu des modèles comme France Saint-Louis, Kim Saint-Pierre. Moi, c'était comme, elle a le même prénom que moi, tu sais, je l'aimais à cause qu'elle avait le même prénom. Mais, mais tu sais, aujourd'hui, c'est une amie, puis je suis contente de l'avoir dans ma vie. Mais, tu sais, ça a été long avant qu'on ait des modèles féminins. Puis aujourd'hui, tu sais, les jeunes filles, celles qui sont impliquées. Puis on le voit, là, de plus en plus, il y a des inscriptions au hockey féminin. Fait que c'est le fun de voir qu'aujourd'hui, ces pros-là ont un impact sur la jeunesse pour le futur. Là. C'est drôle que tu dises, elle avait le même prénom que moi. Je me souviens, j'avais fait la couverture quand je jouais novice. Je-tu novice? Oui, je jouais novice. Puis j'avais fait la couverture du programme du tournoi de l'équipe pour laquelle je jouais, qui était Notre-Dame de l'Assomption, NDA. Puis je disais aux gens, écoute, je suis novice, là, donc j'avais, je sais pas, 7-8 ans. Puis je disais aux gens que ils m'avaient choisi parce que j'avais les mêmes initiales que Pierre Lambert. C'est bon. C'est niaiseux, là. Avec le recul, je me suis dit, j'étais donc bien niaiseux de penser de même. Mais oui, on se rattache à pas grand-chose quand on est enfant. Et je viens de voir, je fais une parenthèse, je viens de voir le petit message de notre cher ami Kevin qui dit « Je vous aime, mais Pat, il peut bien aller se promener, idéalement sur le 25 à côté de son flat. » C'est un peu chiant. Oui, c'est vrai, j'ai vu ta story. Pauvre toi, my pour God. vrai, là, j'ai jamais vu... Vous irez voir sur mon... c'est en story, ça sera peut-être plus disponible, mais je pense que je vais les mettre en photo parce que j'ai jamais vu un pneu fendre comme il a fendu hier. J'ai pogné un gros nid de poule sur la voie de service de la 40. J'ai été capable de continuer à avancer un petit bout. J'ai pogné la bretelle pour aller chercher la 25 Sud. Puis, écoute, là, ça s'est mis à shaker parce que là, j'imagine le pneu, il a comme, tu sais, fini d'éclater à ce moment-là. J'ai même pas pu me tasser vraiment en dehors du chemin, là. Je coupais une voie, il faisait noir. Fait que là, j'étais en arrière de l'auto en train de dire aux chars si je faisais des grands signes pour dire aux autos de se tasser parce qu'ils le voyaient à la dernière minute. Là, j'appelle CAA, ils me disent que c'est la SQ qui s'occupe de ça parce que je suis sur l'autoroute. Là, finalement, avant que la remorque arrive, il y a un gars de la ville qui est arrivé, qui m'a demandé ce qui se passait, puis qui est resté là avec son camion pour assurer ma sécurité. Je le remercie. D'ailleurs, il était bien. À cause que tu avais les initiales de Patrick Lambert. De Pierre Lambert. Voyons, tu le débaptises en plus. Pas Patrick, là.
tu le débaptises Pierre en plus. Lambert. Hey, mais pour vrai, là, tu sais, j'ai même pas passé proche d'avoir mal ou, tu sais, de faire un accident, mais j'ai jamais vu. Quand j'ai vu le pneu, je dis, ben voyons, ça n'a pas de sens. Ça n'a juste pas de sens. Bref, Mais là, au moins, t'es correct, t'es pas blessé. je suis correct, j'ai pas été blessé, j'ai même pas passé proche Bon. d'être blessé. C'est juste que c'est chiant, là. Le tour est passé la journée au garage, puis Ouais, ça te coûte un pneu. Il faut passer à côté. Il faut pas rentrer dedans, tu savais? hey, pour vrai, à Montréal, Anso, là, si tu C'est pour savais ça que je vais comment pas à c'est Montréal. c'est du Fais du slalom. slalom. C'est du C'est ça, slalom c'est ces ça. temps-ci. Puis honnêtement, quand ça cognait, là, j'ai lâché le plus gros sac que j'ai jamais lâché parce que je l'ai ressenti dans mon dos. As-tu pris lui t'sais, avec le juste T ou avec le C? Comment t'as dit ça? T'as utilisé? J'ai pas compris ce que t'as dit. T'as utilisé? Lui avec le T ou lui Yes. avec le C? Quel mot t'as utilisé? Ah, excuse, quel mot, le sac? Je comprenais la sac. Je disais, ben là, mes assurances sont correctes, là. Mon permis aussi. Le sac, c'était avec un T. OK, ouais. Ah, C'est oui. plus long, hein? Il est Ah. comme plus satisfaisant, hein? Ah, il était satisfaisant, mais pour vrai, là, ça a cogné, là, je l'ai ressenti dans mon dos, j'ai lâché le sac, puis là, j'ai dit, ah non, ça sent pas bon, ça. Ouais, bref, je vais revoir mon auto demain. Donc, la direction n'est pas touchée, je suis chanceux. Je ferme cette parenthèse. Est-ce que ça, c'est ton moment de la semaine ou? C'est pas, hey, ça pourrait être mon moment de la semaine. Ça pourrait être mon moment de la semaine quasiment, mais mon moment de la semaine est un petit peu plus positif. C'est le record, un deuxième record américain, en fait, pour le hockey féminin à Détroit, avec une foule de 14 288 spectateurs plus tôt cette semaine. L'an dernier, on avait fait 13 736. Donc, tu sais, je vous disais la semaine passée, ça allait bien, là, ce takeover tour-là. Ben, ça continue de bien aller à ce niveau-là, avec, en fait, Détroit a battu Détroit au niveau de la plus grosse assistance là, aux États-Unis. Détroit a battu Minnesota, tu veux dire, non? Non, le record, c'était Détroit qui l'avait Détroit? établi Ouais, l'an l'année dernier passée. avec 13 736. Minnesota, leur match d'ouverture, tu te souviens-tu, il y en avait combien? 13 316. Ouais, c'est ça. Ils ont établi le record au début de la saison, puis Détroit l'avait battu plus tard avec son match en terrain neutre. Et puis, ben là, on vient de le rebattre une deuxième fois. Fait que ce que ça veut dire, c'est que Détroit est quand même une ville intéressante pour... Ah, ben pour moi, elle est au sommet de cette liste-là pour une équipe de l'expansion. Si Ouais. on y va avec juste une équipe, je serais très, très, très surpris que ce ne soit pas Détroit. Cela dit, il faut faire attention. Puis ça, ce qui m'amène à parler des assistances de façon générale, il faut faire attention parce que c'est pas parce qu'on attire 13 000 et 14 000 une fois par année qu'on va être capable d'attirer 13 14 000 à chaque match. Mhm. Ça, on a la preuve, on a eu la preuve avec la Place Belle, entre autres. Tu sais, la Place Belle, l'an dernier, les 2 derniers matchs, puis les séries, c'était à 10 000 personnes. Ça n'a pas été à 10 000 toute la saison cette année, malgré qu'on a de super belles assistances là, à Montréal. Tu sais, il ne faut pas se leurrer et penser que là, tout d'un coup, on vient de trouver le plus gros marché de hockey féminin en Amérique du Nord. Par contre, c'est sûr que ça démontre qu'il y a un certain intérêt pour la LPHF. Et puis, voyons voir s'il y a une équipe à temps plein. C'est quand même un marché intéressant. Détroit, c'est un marché de sport, c'est un marché de hockey. C'est pas tellement loin de Toronto. Fait que pour moi, ça, c'est ce qui fait que Détroit est au sommet de la liste. Maintenant, j'ai fait une petite étude. Il y a d'ailleurs un article là, qui est sorti sur le Hockey News là-dessus. Je suis en train de perdre ma voix, désolé. T'as trop crié hier. Aidez-moi! Aidez-moi! Non, je criais pas, mais il faisait... en fait, c'est pas si pire. Il faisait pas si froid que ça quand j'étais dehors, mais bon, bref. Je sais pas, là, ma voix me lâche aujourd'hui. Tout ça pour dire que j'ai fait un article, j'ai fait une petite étude sur les assistances. Une chance que la LPHF, cette année, a Montréal et Toronto et le Takeover Tour. Parce que sinon, honnêtement, il y a des marchés où ça va pas très, très bien. Tu sais, on regarde les assistances parce que là, on a eu le millionième partisan là, dans la LPHF, si on inclut les 2 saisons et les séries, puis c'est super cool. Mais en même temps, quand on regarde marché par marché, Minnesota est en baisse de 12 % avec l'année passée. Ottawa est en baisse de 7 %. New York, on a changé de place. On est au Prudential Center et c'est une augmentation de 4 % seulement par rapport à l'année passée. Et l'année passée, ça inclut les petites assistances qu'il y avait au Connecticut.
Donc, il n'y a pas une nette amélioration. Mais quand tu regardes Toronto puis Montréal, bien, on parle de 136 d'augmentation à Toronto parce qu'on a passé d'un aréna de 2500 places à 8000. Et puis, Montréal, c'est 30 d'augmentation parce qu'on a lâché l'auditorium de Verdun. Donc ça, c'est encourageant. Boston aussi. Tu sais, on a beaucoup discuté de Boston en début de saison parce que c'était à Lowell, puis il y avait des fans qui se plaignaient de ça. Mais il y a quand même 15 d'augmentation à Boston cette année. Puis il y a juste eu une partie là, au Agganis Arena. Donc ça, c'est bon signe. Mais quand on regarde de façon générale, si on enlève le Takeover Tour, Montréal et Toronto, puis là, vous allez me dire, ben là, tu sais, enlève tout rendu là, je comprends, là, mais c'est pour moi, c'est parce que Montréal et Toronto, je ne compare pas. C'est l'année prochaine qu'on va pouvoir comparer Toronto et Montréal avec cette année, parce que là, on joue avec les mêmes, tu sais, là, on compare des pommes et des oranges parce qu'on n'avait pas les mêmes grandeurs d'aréna. Mais si on enlève Toronto, Montréal et les matchs joués en terrain neutre, ben c'est une baisse de 4 dans la LPHF au niveau des assistances. Donc, c'est correct, c'est la deuxième saison. J'imagine qu'il fallait s'y attendre jusqu'à un certain point, qu'on ne pouvait peut-être pas garder le même niveau, quoi qu'on ait 4 là, c'est pas dramatique. Mais je trouvais ça quand même intéressant de voir marché par marché qu'est-ce qui fonctionnait, qu'est-ce qui ne fonctionnait pas. Puis c'est sûr qu'au niveau du Takeover Tour, ben avec Détroit, on est rendu à 14 412 en moyenne pour ces matchs-là. Tu sais, la plus petite assistance a été Buffalo à 8 512. Donc, c'est sûr que ça change la game parce que pensez-y, là, un match à domicile à Buffalo, ça, c'était un match à domicile pour New York. New York a une moyenne cette année de 2584 spectateurs. Et là, ils ont attiré 8500 à Buffalo. Fait que c'est sûr que ça vient faire une grosse différence dans une moyenne à la fin de l'année. Donc, je trouvais ça intéressant de vous partager ces petites statistiques. Je suis un gars de stats, moi. J'aime les chiffres, là, donc... On aime ça. Exact. Joueuse de la semaine. Kim, ta joueuse de la semaine, c'est qui? Moi, ma joueuse de la semaine, c'est Jill Sonny. Dans son dernier match contre Ottawa, elle a eu un but, une passe. Oui, c'était un but d'un filet désert, mais quand même, pour une victoire, là, ils ont gagné 5-2. Mais depuis son échange, j'ai l'impression que Jill, on la voit plus. Là, présentement, elle joue sur un premier trio. On la voit impliquée offensivement, défensivement. Elle amène de la robustesse. On l'a vu, elle a eu une bataille... la première bataille de la LPHF. Ouais. Mais je la retrouve, puis moi, Jill, j'ai joué avec elle pour l'équipe Atlantique. On recule en 2011 de mémoire qu'on a joué ensemble. Non, moins que ça, en fait, parce que j'étais à l'université. 2007, 2008, dans ces années-là, on a joué ensemble pour l'équipe Atlantique quand on allait au championnat canadien. Puis je retrouve Jill comme quand elle était dans sa jeunesse, tu sais. Une leader, c'est la fille qui amenait des points, elle amenait des passes, des buts, elle amenait beaucoup de robustesse. Puis là, j'ai l'impression qu'elle est à la bonne place. Là, il l'utilise à plein potentiel, puis c'est le fun de l'avoir comme ça. Fait que je suis vraiment contente pour elle parce que l'année passée, puis le début de l'année, ça a été, tu sais, so-so avec New York. J'ai l'impression qu'il ne l'utilisait pas comme qu'il aurait fallu. Mais là, présentement, avec Boston, elle est vraiment à bonne place, puis il la traite super bien. Fait que je suis vraiment contente pour elle, une petite fille des Maritimes. Fait que... Ouais, elle a joué sur le premier trio contre Montréal, hein, je pense, avec Trapani puis Hilary Knight. Ouais. Donc, on l'a vu là quelques fois. Là. Mais puis même avant, les semaines d'avant, quand on l'a vu aussi sur le premier trio, puis je pense que c'était avec Sophie Shirley, qu'elle d'ailleurs n'a pas joué là, le dernier match contre Montréal, mais ça fait une couple de games là, qui est quand même sur le premier trio. Puis je pense que c'est un peu l'attitude que Courtney Castle veut avoir dans son alignement, des gens qui travaillent fort, qui sont robustes, puis elle est capable aussi de contribuer offensivement. Elle a fait une belle passe soulevée. Je ne sais pas si vous vous souvenez, là, on avait parlé. Qu'on avait parlé. Tu sais, Jill, c'est une fille qui est extrêmement talentueuse. J'ai l'impression qu'au fil du temps, tu sais, quand on regarde avec l'équipe nationale, le premier, deuxième trio était souvent occupé. Elle utilisait probablement une place de quatrième trio. Puis c'est un peu ça la problématique dans l'équipe nationale, c'est que tout le monde est bon. Puis là, finalement, il faut que tu trouves un alignement, dire, OK, qui va rentrer dans quelle chaise, là, comme Martin Saint-Louis dit. Tu vois, je commence à parler comme lui. Je commence à parler comme lui. Je suis prête, je me réchauffe. Mais c'est ça le défi. Puis j'ai l'impression que, tu sais, là, avec Boston, comme tu dis, Kim, elle a vraiment, on dirait, des ailes. Tu sais, c'est une fille qui est rapide, qui a des mains, elle a une belle vision du jeu, puis elle travaille fort des deux côtés de la glace. Fait que très belle addition là, du côté de Boston. Puis ça me surprend toujours à quel point, quand il y a un joueur qui ne va pas nécessairement bien dans une équipe,
puis tu le changes ailleurs, puis que finalement, c'est une éclosion. C'est pas toujours le cas, mais je trouve que Vannissova a eu cet exemple-là avec Ottawa, puis maintenant, on en voit l'exemple avec Jill Sweeney. D'ailleurs, on a fêté, c'est mardi qu'on célébrait la première, en fait, l'anniversaire d'un an de cet échange-là de Vannissova Boulier. Boulier a marqué, d'ailleurs, mardi. C'est vrai. Un but, une passe. Ben oui, un but, une passe. Un but, une passe, juste pour te faire mentir, Kim, quand tu as répondu très rapidement que c'est Ottawa qui avait eu le dessus. Je suis contente pour elle. Mais oui, mais Vannissova connaît quand même une excellente saison. Ça va vraiment bien pour elle. Elle est rendue quoi, à 10 buts, je pense, Vannissova, là, donc ça va quand même très, très bien pour elle cette année. Et je fais une parenthèse, c'est ma journée de parenthèse. Tu as mentionné, Kim, la première bagarre avec Jill Sonny. C'est-tu moi ou Sarah Fillier, il ne s'est rien passé au niveau discipline après son hit contre Montréal puis qu'elle soit faite sortir du match? Non, il n'y a pas eu de révision. Il n'y a pas eu de révision, pas d'amende, pas de suspension. Ça a passé comme dans du beurre. Il y a eu des suspensions alors qu'il n'y avait pas eu de pénalité sur le jeu. Puis là, on a eu une pénalité pour coup à la tête, puis il n'y a pas eu d'amende ou de suspension. Moi, je ne comprends plus rien. On peut pas suivre, là. Non. Hey, moi, ma joueuse de la semaine, j'y vais avec Daryl Watts de Toronto parce que hier, c'était un match important pour Toronto si Toronto voulait se garder dans le mix pour utiliser l'expression populaire. Et bien, ça leur prenait une victoire en temps réglementaire. C'est ce qu'elles ont fait contre New York. Et c'est Daryl Watts qui a marqué les 2 buts, là, un but en première et un but en début de deuxième période. Et Toronto a gagné 2-1. Ça faisait quand même quelques matchs là, que Daryl Watts ne s'était pas inscrit au pointage. En fait, n'avait pas marqué de but. Là. C'était ses premiers buts depuis le 16 février dernier. Puis je trouvais que ça arrivait à un bon moment. Parce que là, Toronto, avec cette victoire-là, est maintenant rendu à 39 points. Donc, un seul point derrière Boston au 3e rang et 6 points derrière Montréal. Donc, on se garde là, à 2 matchs, à 2 victoires de 3 points de la tête. Et ça, c'est important. Là. Puis ça nous permet également, sur le côté de Toronto, de commencer à se distancer tranquillement de Minnesota. Là, on a 4 points en avant de Minnesota, 9 points en avant d'Ottawa, qui sont 5e, là, qui ne sont pas en série. Donc, tout ça, là, je trouvais que les mathématiques fitaient bien avec cette victoire-là de Toronto. Puis c'est Daryl Watts là, qui en est la grande responsable avec sa performance de 2 buts cette saison. Il est déjà rendu à 10 buts, Daryl Watts, cette année. J'ai bien hâte de voir si elle va réussir à faire équipe Canada pour les championnats du monde. Mais c'est sûr que cette performance-là va peut-être l'aider à convaincre sa boss. Les alignements sont supposés être sortis quand? Parce que l'équipe américaine, ils ont sorti ça fait quand même longtemps, puis on n'a pas de nouvelles au niveau de l'équipe canadienne. Non, écoute, j'imagine ça devrait sortir sous peu. Ça devrait sortir sous peu parce que, effectivement, le championnat commence quand même début avril. Moi, je m'attends à ce que ça sorte cette semaine. Mais c'est vrai, tu as raison, les États-Unis, c'est sorti depuis une dizaine de jours déjà. Là. 2 joueuses de Montréal, je rappelle, ils seront là, Anna Wilgren et puis... c'est qui l'autre? De Montréal? De Montréal? Il me semble qu'il y a 2 joueuses de Montréal qui font partie de l'équipe. Je me trompe-tu? Ou il y en a juste une, c'est Anna Wilgren. Kayla Barnes. Ah, Barnes, oui, c'est vrai. Mais oui. Exact. On dirait que je l'ai tellement associé avec l'équipe américaine, puis j'ai comme pas d'association avec l'équipe de Montréal. Hey, au niveau du hot take maintenant. Attends, Anso. Anso, c'est vrai, sa joueuse, c'est vrai. J'y ai été, moi, j'ai enchaîné avec Daryl Watts, puis moi, j'avais fini le segment. Mais moi, c'est ma joueuse, c'est Hilary Knight. Ça fait quelques semaines qu'on en parle. On parle de l'efficacité de Boston, à quel point ils étaient derniers, puis là, ils sont rendus 2e au classement. Là, on regarde une fille comme Hilary Knight, c'est vraiment exceptionnel qu'est-ce qu'elle est en train de faire. Puis, j'ai eu l'occasion de la croiser au Centre Bell juste avant le match, puis elle me disait, tu sais, moi, là, ça, c'était sur mon bucket list, là, de jouer au Centre Bell. C'était vraiment comme important parce qu'elle n'était pas là, tu sais, avec les Canadiennes quand on a joué contre Calgary, puis elle a été blanchie, ce match-là. Ils ont perdu en prolongation, mais quand même, depuis ce temps-là, après, ça a été exceptionnel. Tu sais, on a eu
Elle a eu un match de 4 points, 3 buts, une passe. Après ça, elle a été blanchie encore une fois. Ça a été blanchi le 8 mars. Après ça, le 15, contre Ottawa, 1 but, 2 passes, 3 points. Et là, contre Montréal cette semaine, 1 but, une passe pour 2 points. Ça fait quand même pas mal de points là, en quelques matchs. Elle a 5 points en ces 2 derniers matchs. Puis sinon, moi, quand je regarde sa performance cette année, là, elle est rendue au sommet des pointeurs. Elle a 26 points en 24 matchs, 13 buts, 13 assists. Puis à quel point, Pat, Kim, on en parlait en début de podcast quand on a commencé. On disait, Larry Knight, elle fait bien, il n'y a pas grand monde qui l'aide. C'était comme la seule pilier. Puis on dirait qu'elle a vraiment été capable d'apporter les filles vers le haut puis d'aider son équipe à gagner. Moi, honnêtement, cette fille-là m'impressionne à quel point qu'elle est talentueuse. Puis c'est pas la fille la plus rapide. On regarde un but comme elle a fait, là. La coordination de son bâton avec la rondelle, une belle déviation que Anne-Renée ne pouvait absolument rien faire. Mais ça, c'est le style de jeu qu'elle est. Elle est capable, elle est toujours à la bonne place, elle a un tir exceptionnel, mais les déviations puis les skills qu'elle est capable d'avoir avec la rondelle. En pratique, là, les gens n'ont pas nécessairement accès à elle, là, mais Kim et moi, on a eu l'opportunité de la voir en pratique. Puis je te dis, tu te dis, voyons donc, comment ça, tu es capable de faire ça? Comment tu es aussi bonne pour faire ça? Puis moi, je trouve que cette joueuse-là, cette année, définitivement mérite, en tout cas, de plus en plus d'avoir le titre de MVP si elle continue sa lancée comme ça. C'est là que je m'en allais. Et Larry Knight, je pense, il faut la rentrer dans la discussion de joueuse la plus utile parce que, oui, effectivement, là, ce qu'elle fait à Boston cette année, c'est incroyable. C'est la même joueuse qui, l'an passé, avait eu 11 points en 24 matchs. Là, on est rendu à 24 matchs. Elle a plus de buts qu'elle a eu de points l'année passée. Elle a 13 buts. C'est complètement fou. Puis, tu disais, elle amène les autres avec elle. Si tu regardes là, dans le top 15 des meilleures pointeuses, tu as Susanna Tapani qui est là avec 15 points. Puis, tu as Alina Mueller qui a commencé l'année avec aucun point en 8 matchs. Et dans les 15 derniers, elle en a 17. Si bien qu'elle est maintenant 12e meilleure pointeuse. Wow. Puis bon, t'ajoutes à ça Frankel devant le filet, t'ajoutes Megan Keller qui est solide à la défensive. T'as une équipe, Boston. Puis on a Bilka aussi qui a été blessé, qui n'est pas revenu, qui avait un très fort potentiel offensif aussi. Puis j'ai trouvé que sa perte, honnêtement, là, des derniers temps, pas qu'elle passe un peu sous le radar, mais dans le sens que l'équipe performe quand même assez bien. Puis d'ailleurs, je regardais par curiosité, c'est quelle équipe qui sont allées le plus de fois en prolongation? Je pense que c'est Boston. Hein? Boston est l'équipe qui mène avec 10 fois. Puis sinon, on a Minnesota, Montréal qui sont quand même tout près là, à 9 fois. Puis après ça, New York 8, Ottawa 5, puis Toronto 7. Mais tu sais, qu'on regarde Ottawa, pas Ottawa, on regarde Montréal, Boston, 3 des 5 affrontements sont allés en prolongation au tir de barrage. À quel point que, cette lutte est serrée, puis après ça, on entend des gens, le hockey féminin, c'est pas sérieux, il y a des gros écarts de matchs. Tu regardes dans les derniers matchs, là, il y a beaucoup plus de matchs qui se sont terminés en prolongation ou par un but ou 2 d'écart. Donc, c'est quand même des bons matchs qui te permettent justement de rester dans l'action, puis tu sais jamais ce qui peut arriver, là. Fait que je trouve ça le fun pour l'aspect compétition, puis au niveau des fans qui regardent ça, parce que c'est pas des matchs de 10-0, là. T'en as eu là, des matchs, peut-être que c'était Ottawa contre Minnesota, qui a eu quand même un gros écart de différence. Mais à part ça, c'est une exception là, cette année. Là. Exact. Fait que je trouve que le produit sur la glace, il est bon, puis c'est le fun à regarder. C'était 8-3, 8-3 Ottawa sur Minnesota. Ces écarts-là, on les voit surtout en hockey international. Puis on va le revoir. Le championnat du monde, ça va être la même chose. Canada et États-Unis devraient dominer. Puis ils vont se retrouver en finale. Mais oui, dans la LPHF, c'est des luttes beaucoup plus serrées. Puis Montréal-Boston, là, c'est devenu des classiques. Là. C'est impossible. Tu t'attends à ce que ça aille en prolongation, là, un match Montréal-Boston maintenant. Là. Puis si je suis Montréal, j'espère finir première pour ne pas choisir Boston en première ronde. Tu comprends? Si Boston, mettons, parce qu'ils peuvent choisir de la 3e et la 4e position. Si Boston finit 2e, c'est pas un problème. Mais si Boston finissait 3e derrière Toronto, au moins Montréal aurait le luxe
de commencer. Hey, c'est fou pareil, mais je pense que je choisirais les champions en titre Minnesota que de choisir Boston. Parce que Boston, là, ça a laissé des traces l'année passée, les séries, puis je pense que tu veux te donner une chance de te rendre en finale au moins, peut-être en affrontant quelqu'un d'autre. Et Larry Knight, là, j'ai une statistique ici, sur 30, elle a au moins un point dans 39% des buts de Boston cette année. C'est énorme, là. Ouais. C'est énorme, là, la contribution qu'elle apporte. Puis elle a été blanchie 8 fois et 4 de ces 8 matchs-là, Boston a perdu. Fait que, tu sais, quand Larry Knight fonctionne, Boston gagne. Et ça, ben, c'est la définition même d'une joueuse la plus utile à son équipe. T'sais, on oublie souvent, hein, c'est joueuse la plus utile et non pas la meilleure joueuse de la Ligue nécessairement. Et ben, Larry Knight, à Boston, elle l'est cette année, il n'y a pas de doute là-dessus. Désolé de t'avoir presque oublié parce que c'est un excellent choix, celui des Larry Knight. Hot take de la semaine, Kim, on va commencer par toi. Moi, c'est pas nécessairement un hot take, mais je voulais souligner ça parce que on en voit, puis on va en voir de plus en plus, mais c'est une réalité. Puis heureusement, on va avoir des joueuses de hockey qui vont être maman. Puis moi, comme nouvellement maman, ben je leur lève mon chapeau parce que moi, je joue pas à temps plein au hockey. Je travaille à temps plein, fait que c'est une autre réalité. Mais pour vrai, c'est fou. Être capable de jouer à ce niveau-là et de t'occuper d'un enfant. Oui, c'est sûr qu'ils ont de l'aide de leur conjoint dans la maison. Ils ont sûrement aussi de l'aide de la famille. Mais d'être capable de performer avec le peu de sommeil qu'on a en tant que maman, ben pour vrai, c'est fou. Tu sais, si on regarde Spooner, qui est revenu au jeu, je pense, après genre 9 mois. 9 mois. Après ça, même chose pour Kendall Coyne Schofield, en fait. Schofield! Même chose, elle aussi, elle a accouché. On a d'autres mamans qui sont aussi sur le programme, qui sont pas sur le programme, mais dans la ligue, que c'est leur conjointe qui a accouché. Mais d'avoir cette fille... Exactement. Et Brianne Jenner. Exactement. Elle en a 3 en plus, là. Fait que c'est quand même un autre défi, là. C'est pas 1, c'est 3 enfants. Mais pour vrai, c'est fou qu'est-ce qu'ils peuvent présentement performer avec cette tâche-là d'être maman à la maison. Puis, ben, c'est d'avoir le support familial autour. Fait que ça aussi, tu sais, faut remercier les gens autour. Ça nous prend vraiment un bon cercle autour de nous. Mais, tu sais, on va avoir de plus en plus, tu sais, les filles, il y a quand même un bon bassin de filles qui sont, je te dirais, dans le début de trentaine. Fait que là, ben, tu sais, on va peut-être le voir. Poulain Stacy, tu sais, on a vu des articles éventuellement, peut-être qu'ils veulent être maman. Fait que, est-ce qu'ils vont finir leur contrat? Est-ce qu'ils vont prolonger et tomber enceinte? Parce que je pense qu'il y a aussi des conditions de congé de maternité. Ça a été prévu dans leur contrat, là. Mais c'était juste vraiment leur lever le chapeau parce que, tu sais, je le vis, puis je joue pas, je m'entraîne pas à temps plein. Des fois, je me dis... je me suis entraînée 3 fois cette semaine. La semaine d'après, je suis pas capable d'y aller une fois parce que je suis épuisée, j'ai pas le temps. C'est débordé à la maison, faire du lavage, la bouffe. Fait que c'est vraiment une autre réalité. Toutes les raisons pourquoi j'ai pas d'enfant. Tu pourrais pas aller à la cage puis au shaker, là. Oh mon Dieu, non. Non, ma foi, non. Mais tu vois, je suis content que tu parles de ça parce que souvent, on associe le sport féminin, puis on dirait que ce qui vient avec ça, c'est il faut quasiment renoncer à avoir une vie de famille ou avoir des enfants lorsqu'on est une femme. Puis, je pense que c'est de moins en moins le cas. Puis, d'avoir quelque chose comme dans la convention collective, là, on a beau la critiquer sur d'autres enjeux, mais effectivement, d'avoir quelque chose sur les congés de maternité, je pense que c'est extrêmement important. Puis moi, dans une autre vie, j'ai longtemps travaillé dans les lois du travail, donc tout ce qui est congé de maternité, tout ça, c'est quelque chose que je connais bien puis que je trouve important. Puis, je suis content de voir qu'il y a des femmes aujourd'hui qui se permettent justement d'avoir des enfants puis continuer une vie d'athlète. Puis ce que Nathalie Spooner fait, c'est pas évident de ce que, puis là, je me mets pas à leur place, là, c'est pas ça que je veux dire, mais de ce que je comprends, c'est pas évident, justement, d'être celle qui accouche, celle qui a un enfant, puis de revenir au jeu. Moi, j'en ai eu plusieurs discussions avec Kim Saint-Pierre là-dessus, tu l'as mentionné tantôt, puis elle a essayé un retour, puis ça n'a pas été concluant comme elle le pensait, puis c'est pas évident, mais elle me disait qu'une gardienne de but, c'est peut-être encore
plus difficile de revenir au jeu après avoir accouché, évidemment pour les raisons qu'on s'imagine. Mais peut-être qu'on va... Non, mais c'est vrai, tu sais, ça ne Non, manque mais pas. puis c'est vrai parce que j'ai joué là, la semaine passée quand on parlait de mes performances, là. Mais tu sais, ça Ouais. faisait 8 On mois que retourne au j'avais jeu, pas. là. Exactement, ça faisait 8 mois. Mais il y a une fois que ma jambe, elle a glissé puis elle est allée un petit peu plus loin que supposé. Mais j'ai eu un peu mal dans l'entrejambe, tu sais. Puis Ben, c'est ça fait partie de la vie. Puis il y a une fois, il y a une fille qui m'a plaqué, ben j'ai fait quelques petites gouttes de pipi dans mes culottes, tu sais. Fait que c'est une autre réalité. ah, Mais je pour vrai, suis elles sont tellement, bonnes. Elles sont bonnes parce que moi, je serais pas capable, tu sais. C'est tellement impossible, là. déçu qu'on soit pas en studio pour qu'on puisse sortir ce clip-là. On aurait été viral. On aurait été viral. Wow! Wow, que ça, c'est drôle. Mais tu sais, moi, j'ai hâte de voir l'impact parce que, tu sais, ces filles-là ont eu leur enfant avant la tenue de la Ligue. Tu sais, Kendall, Ouais. ça a été fait, Spooner aussi. Tu sais, ces femmes-là qui ont accouché. Mais, tu sais, j'ai hâte de voir dans un futur rapproché, ça va être quoi l'impact d'une fille, exemple, qui a un enfant qui, durant la saison, ne peut pas jouer. Bien, l'équipe est privée de ses services. Oui, la convention paye tu sais, son salaire puis tout ça, mais tu sais, quand tu regardes dans une organisation, tu dis, ah, ben parfait, on peut trouver un remplaçant. Puis, mais là, dans une équipe professionnelle, c'est pas la même chose. Puis j'ai hâte de voir cet impact-là. Est-ce que les filles vont décider d'aller jusqu'au bout de leur carrière, prendre leur retraite, puis ensuite avoir des enfants, ou vont décider d'avoir des enfants, tu sais, puis faire un retour au jeu? Fait que moi, c'est un peu ce côté-là que j'ai hâte de voir, tu sais, à travers les prochaines années, ça va être quoi l'impact sur les équipes, si toutefois il y a des congés de maternité. Puis Anne, on en parlait de mémoire l'année passée de ça. Puis, tu sais, si je sais pas, on parle de monsieur, madame, ben, plus de madame, tout le monde, là. Tu sais, des fois, t'es tanné d'être au bureau, puis t'as besoin d'un break. Puis là, tu dis, ah, je vais tomber en congé de maternité, puis je vais être 1 an arrêté, tu sais, ça va me faire du bien, je vais m'occuper de mon enfant, ainsi de suite. Mais là, c'est ta passion. Fait que t'as pas le goût d'être 1 an privé de ta passion, là. Je sais pas si vous me suivez là-dedans, là. Mais attends une minute, Tu là. manges du hockey, tu sais. T'as pas le attends goût une minute, de là, prendre congé. c'est une maudite mauvaise raison d'avoir un enfant, par exemple. Ben Ah, non, j'ai c'est pas un enfant parce que je suis écœuré d'être au bureau. non, c'est pas la raison principale, mais tu sais, c'est de dire, Non, oh, je mais tombe en congé de maternité. Ils attendent très rapidement leur congé de maternité. Ils ont très hâte de se faire Ouais. par leur médecin. Là. Mais tu sais ça, fait que j'ai hâte de voir parce que ces filles-là, tu sais, ils veulent pas, tu sais, des fois, ils ont juste une blessure, puis une petite blessure, puis il manque une semaine de hockey, puis ils ont hâte, ils sont tannés d'être en arrêt, tu sais. Fait que là, de dire, est-ce que tu es prête à prendre un arrêt? Tu sais, oui, il y en a qui peuvent revenir après 9 mois, mais en réalité, c'est un 12 mois, là, ton corps, il change, tu dois le ramener à comme c'était avant, fait que c'est quand même très difficile. Fait que souvent, tu dis, 9 mois, le bébé en dedans de toi, ben c'est 9 mois aussi à l'extérieur, là. Vous avez vu Mélodie Daou qui a Ouais. annoncé Ouais. qu'elle était enceinte. C'est très, très drôle. Il y a le match du 30 janvier. J'avais amené ma tante et puis sa nièce au match. Et puis, ils m'attendaient à la cage de la Place Belle en attendant que les entrevues se finissent d'après-match. Et puis, je vais les rejoindre et elles sont assises à côté de, justement, Mélodie. C'est quoi déjà le nom de sa Anna conjointe? Hein? Anna. Anna Bonton. Anna, oui, c'est ça, Anna. Fait qu'elle est assise là, puis évidemment, ben, je leur parle brièvement quand je suis arrivé, puis rendu dans l'auto, ma tante me dit, « Hey, elle dit, je les entendais parler avant que tu arrives, puis il disait qu'elle était enceinte. » Je dis, « Qui ça? » Ben là, elle me décrivait la fille, genre, qui a dit qu'elle était enceinte. Mais je dis, ça, c'est Mélodie, tu me décris. Fait que j'ai comme su que Mélodie était enceinte avant qu'elle l'annonce. En primeur. Quand elle a sorti officiellement, je lui ai écrit pour la féliciter. Puis j'y ai raconté cette anecdote-là. Je dis, il y avait zéro chance que ça sorte. Je suis pas dans ce genre de potin-là dans la vie, là, tu sais. Mais je trouvais ça très drôle d'avoir eu le scoop d'une certaine façon. Tout ça parce que ma tante m'attendait à côté, puis elle était assise, puis elle les entendait parler. Faut faire attention à ce qu'on dit en public, hein? Ah, ben pour vrai, tu sais, quelqu'un, ben pas de mal intentionné, je veux dire, ça n'aurait pas été la fin du monde non plus, mais tu sais, c'est juste plate que ce genre de nouvelles-là, c'est pas les parents qui l'annoncent, là, tu sais. Non. Mais c'est ça, moi, je vois pas, j'aime bien ça des scoops, mais pas ce genre de scoop-là, donc je trouve ça juste drôle. Anso, ton take? Ben, bon, bon, là, on le sait, Quand tu te prends la tête avant de le dire, on le sait, ça va être bon. Là, on le sait, les blessures que
Emryn Smashmeyer a eu. On a vu une autre blessure avec Anne-Renée lors du dernier match qui s'est fait escorter hors de la glace très péniblement. D'après moi, c'est pas de très bonnes nouvelles, puis je pense pas que les deux vont être de retour au jeu. Je m'attends à avoir deux filles sur la liste des blessés à long terme. Et là, justement, les championnats du monde, tantôt, je mentionnais, c'est quand la Ligue, tu sais, c'est quand qu'ils vont annoncer. Puis là, ben, deux de leurs gardiennes partantes se blessent. Fait que là, on se retrouve avec une Christine Campbell, si on suit la logique des choses, qu'habituellement, c'était elle qui était troisième gardienne de but. On a vu une Corinne Schroeder qui a fait une apparition dans les séries rivalité. Puis là, ben, on se questionne, tu sais, ça va être qui la troisième? Puis Yann Kennedy, il avait mentionné sur les réseaux sociaux que Eve Gascon pourrait faire partie des championnats du monde. Oui, ben en fait, pendant que tu prends une gorgée, c'est quelqu'un qui a, Yann en fait, a mentionné, ça venait de quelqu'un d'autre que lui, là, j'essaie de retrouver le tweet, c'est Matt Wellens qui couvre les Bulldogs de l'Université Minnesota du lutte, qui a annoncé ou qui a sorti la nouvelle comme quoi Eve Gascon ferait partie là, des prochains championnats mondiaux pour Équipe Canada. J'essaie de confirmer la nouvelle entre-temps. J'ai pas eu de réponse là, jusqu'à présent, mais c'est Matt Wellens qui a sorti ça. Ouais. Mais tu sais, on en a parlé lors des derniers podcasts, à quel point elle avait gagné gardienne de l'année, puis les bonnes performances qu'elle a eues, puis peut-être qu'on va assumer qu'elle va être troisième gardienne. Puis les troisièmes gardiennes, normalement, des championnats du monde ne devraient pas gauler. Mais moi mon hot take, c'est que Eve Gascon va gauler au championnat du monde. Fait que non seulement, je sais même pas si elle va être la partie, mais je te dis qu'elle va gauler. mais je trouve ça bien parce que, tu sais, c'est des mâles pour des biens dans le sens... Ah, des biens, c'est drôle. Ben oui. Tu fais des jeux de mots sans le vouloir. Mais dans le sens que, tu sais, on parlait, ça va être quoi, tu sais, Mash, Anne-Renée vont prendre leur retraite éventuellement, on n'a pas nécessairement de relève, puis je trouve que c'est la meilleure façon de faire, d'être capable d'aller justement recruter une fille comme elle, puis lui donner cette expérience-là. Parce que, oui, d'être assis sur le banc ou d'être dans les estrades, c'est tel que tel, mais de le vivre, je pense que ça pourrait aider énormément à l'histoire du Canada pour la suite des championnats, voire même des Olympiques. Mais j'adore ton hot take. Puis, tu sais, elle était là, Eve, avec l'équipe canadienne qu'on a envoyée au Women's Eurotour au mois de décembre, parce qu'on envoyait uniquement là, des joueuses universitaires. Et puis, j'espère, que la nouvelle, elle est vraie, qu'elle va faire partie de l'équipe, parce que je pense qu'elle le mérite. Et j'adore ton take de dire, ben, elle devrait jouer au moins un match. Parce que, bon, c'est sûr, quand tu es derrière des biens puis match, ben, c'est correct. Tu sais que tu gauleras pas. Mais là, ça serait la... Puis ça n'a rien enlevé à Corinne Schroeder puis à probablement... Kristen Campbell, qui ont déjà eu, qui ont joué ce rôle-là avec l'équipe canadienne. Campbell était là au dernier championnat du monde. Schroeder était là comme troisième gardienne de but dans la série de la rivalité. Mais je pense réellement que l'avenir de la position de gardienne avec l'équipe canadienne, c'est Eve Gascon. Et ça serait vraiment l'occasion de la tester, de lui donner un match, qu'elle gagne en expérience, en confiance. Tu sais, tu lui donnes pas Canada-États-Unis, là. C'est pas ça que je dis. Non. Mais tu lui donnes au moins un match qu'elle vive un peu c'est quoi jouer dans un championnat du monde. Puis ça serait vraiment fantastique parce que si tu regardes au niveau des gardiennes canadiennes dans la Ligue, dans la LPHF, après des biens et matchs, et puis après Schroeder et Campbell, tu sais, c'est les recrues, là. C'est Reagan Kirk, c'est Kaylee Osborne, puis c'est Hélène Chouli. C'est ça, les gardiennes canadiennes en ce moment. Donc, je pense pas qu'aucune des trois va prendre la place de troisième gardienne dans ce championnat-là. J'ai vraiment l'impression qu'on va y aller avec Eve Gascon. Puis Eve Gascon, l'an prochain, là, au niveau universitaire, ça va être quelque chose, là. Elle a gagné, comme tu disais, puis comme on en a déjà parlé, la gardienne de l'année dans la plus forte ligue universitaire aux États-Unis à sa deuxième saison seulement. Il en reste techniquement 2 autres saisons, là. Fait que des années 3 et 4, elle devrait être genre très, très, très forte puis encore plus dure
à déjouer, puis elle fait déjà partie des nominations pour la gardienne de l'année dans la NCAA au complet. Son équipe est éliminée là, des séries, ne fera pas partie du Frozen Four pour le titre universitaire de la NCAA, mais quand même, elle a eu une saison extraordinaire, puis on lui souhaite qu'elle puisse avoir cette chance-là. Moi, mon hot take, ben, ça suit un peu le tien, parce que mon hot take, c'est la blessure, évidemment, d'Anne-Renée Desbiens, qui, pour moi, vient changer énormément de choses à Montréal. Et moi, j'ai l'impression que si Anne-Renée Desbiens n'est... On ne sait pas de son statut en ce moment-là. Mais si Anne-Renée Desbiens ne revient pas pour la saison et pour les séries, ben moi, je pense que ça vient d'enlever les chances de Montréal de finir première et de remporter le championnat de la LPHF. Tu sais, je vous en ai parlé toute la saison. Pour moi, Anne-Renée Desbiens, ça a été la joueuse la plus utile de l'équipe, la MVP de l'équipe. Bon, oui, il y a Marie-Philippe Poulin également, là, je ne l'oublie pas, mais pour moi, Desbiens a été encore plus importante à l'équipe cette année. Puis, Hélène Chouli a peut-être pas eu les mêmes statistiques. C'est l'an dernier, on en parlait. Anne-Renée avait peut-être pas connu la première saison qu'elle aurait voulu. Chouli avait eu des meilleures stats qu'elle. Cette année, ben, c'est un peu plus difficile. Elle s'est replacée au dernier match qu'elle a joué, mais quand même, c'est 3 victoires, 3 défaites, un pourcentage d'arrêt de 900, qui est quand même pas si mal, mais c'est quand tu le compares aux autres qu'elle est un peu plus loin, une moyenne de 2,83. Et je ne pense malheureusement pas que c'est Hélène Chouli qui va pouvoir nous amener loin en série ou qui va permettre à l'équipe. Est-ce que l'équipe peut quand même finir première au classement général? Oui, là, c'est peut-être pas impossible, mais ça va être plus difficile avec une Hélène Chouli. Puis ça amène la question également, ben, si Anne-Renée Desbiens est plus là, ben, qui va être appelé comme 3e gardienne de but? T'sais, parce que, ben, c'est sûr que là, est-ce qu'on va voir premièrement Sandra Asbreiter garder un match? Abstreiter, oui, pardonne-moi. Qui, ben non, mais c'est le genre de nom que j'ai besoin de lire pour le dire comme il faut. C'est mieux de le corriger tout de suite et non attendre 3 semaines. Absolument, je le dis correctement, là, Abstreiter. Ouais. Puis, bref, est-ce qu'on... Je m'en rappelle même plus. Comment? J'avais mis un D au lieu d'un T. J'avais dit Abstreiter. C'était mon allemand, j'essayais d'y aller avec un accent allemand. Bref, est-ce qu'on va l'avoir dans les buts cette saison, en saison régulière? Est-ce qu'on va l'avoir gardé un match, commencer un match avant la fin de la saison régulière si Desbiens n'est plus là pour le restant de la saison? Et là, on répète, là, on ne sait pas le statut d'Anne-Renée. Elle va peut-être revenir, là, je ne sais pas, mais la pause du championnat mondial va aider énormément, autant pour elle que pour Maschmeyer, j'ai l'impression. Là. Tu regardes les types de blessures là, pour des blessures aux genoux, là. C'est pas prometteur, là, même si c'est un 3 semaines, là, c'est... Non. Surtout pour un gardien. Ouais. Sont des positions vraiment vulnérables là, quand tu t'en vas en papillon. Là. Puis, tu sais, du fait que, justement, elle n'est pas revenue, tu sais, Anne-Renée, c'est quelqu'un qui... Il n'y a rien qui fait mal. Là. Fait que pour qu'elle sorte et qu'elle ne revienne pas, ça doit être quand même assez sérieux, tu sais. Puis, mais moi, j'ai hâte de voir... Hélène Chouli, premièrement, quand elle est rentrée dans le match, là, c'était pas évident. Là. Puis elle a quand même elle a fait des beaux arrêts là, du match contre Boston. Là, 3 arrêts de la mitaine que je me rappelle, puis que elle a gardé son équipe dans le match. Puis c'est sûr qu'en tir de barrage, écoute, c'était des buts. Mueller, Knight, Tapani, wow, c'était excellent. Ouais. Mais le fait qu'elle n'a pas joué beaucoup de matchs, ça doit vraiment pas être évident. Puis là, si elle va se mettre à jouer plus de matchs, j'ai hâte de voir à quel point sa confiance. Puis, à un moment donné, tu rentres dans le jeu, là, tu joues pas, ben, ton équipe perd, là, après ça, tu joues pas pendant je sais pas combien de matchs. Puis là, après ça, OK, là, je vais t'ordonner un match. C'est pas évident pour une gardienne. Là, mais attends une minute, là. L'année passée, là, en 24 matchs, elle a joué 8 games. Cette année, en 24 matchs, elle en a joué 7. Elle avait joué plus de minutes l'année passée. Elle avait joué 484 minutes comparativement à 360. Fait que c'est peut-être à ce niveau-là, mais oui, elle a un peu moins de minutes, effectivement, de l'année passée. Il y a ce point-là. Je regardais juste le nombre de matchs. Là. Mais l'année passée, c'était 1,61 de moyenne de buts alloués. C'était 949 de pourcentage d'arrêt. C'était 6 victoires, 1 défaite. Cette année, elle a accordé des... Sur les matchs qu'elle a commencé, là, elle a accordé 3 buts 4 fois, 4 buts 1 fois.
Ça n'a pas été les mêmes performances que l'année passée. Peut-être que parce que justement, Anne-Renée a gardé un peu plus de matchs. Je ne sais pas. Puis oui, elle s'est quand même bien relevée là, quand elle est arrivée en relève à Anne-Renée, mais il faudrait retrouver la Chouli de l'année passée là, pour vraiment penser que l'équipe pourrait faire un bout de chemin avec Chouli comme numéro 1. Ben, la première des choses, c'est qu'il va falloir qu'ils se mettent à marquer plus de buts parce que tu l'as mentionné, Anne-Renée n'allouait pas plus que 2 buts depuis 14-15 matchs. Tu vois, le moment où elle a alloué 3 buts contre Boston, ben, ils ont perdu. Ouais. Donc, il y a aussi une production offensive de l'autre côté. Il ne faut pas juste regarder au niveau de la dernière personne que la rondelle traverse parce que pour que la rondelle se rende à la gardienne, il faut vraiment que ça traverse les 5 autres joueurs. Donc, je pense que la responsabilité est aussi partagée entre les joueurs qui sont sur la glace. Puis les filles vont devoir jouer plus intelligemment. Il va falloir marquer plus de buts. Puis peut-être avec plus de matchs, Chouli va donner des bonnes performances. Je ne sais pas. On ne le sait pas. Mais j'ai hâte de voir aussi parce que c'est sûr que tu as vu le regard sur l'entraîneur de Montréal quand Anne-Renée était blessée. Son regard en disait long. Là. Ouais. Je pense que c'était quand même inquiétant. Ça change aussi des plans. Là. Tu perds une de tes meilleures joueuses, voire même ta meilleure joueuse. C'est sûr que c'est pas évident. C'est pas sécurisant. Je suis peut-être dans l'erreur, mais je pense que malgré le gel des alignements, si Anne-Renée est sur la liste des blessés à long terme, ils vont devoir ajouter une 3e gardienne quand même, parce que je pense qu'il faut peut-être 3 gardiens en tout temps. Et à ce moment-là, j'ai hâte de voir à qui on va faire appel. Est-ce qu'on va faire appel à Tricia Deguire, qui est venue pratiquer avec l'équipe à quelques reprises cette saison? Est-ce qu'on va ramener une Marlène Boissonneau? Je ne sais même pas si Marlène a joué cette année à un niveau ou un autre. J'imagine Deguire Tricia serait peut-être la personne qu'on va aller chercher. Donc, ça aussi, ça va être intéressant de voir qu'est-ce qu'on va faire à ce niveau-là. Évidemment, on souhaite que les nouvelles soient meilleures qu'on semble le dire, nous, ici, en ce moment. Puis, dans les prochains jours, j'imagine qu'on va on va en savoir un peu plus, mais je ne m'attends pas à ce qu'Anne-Renée Desbiens garde les buts de l'équipe dimanche contre Toronto. Là. Mettons, là, minimalement, là, je pense qu'on est safe en disant ça. Ça, Pat, tu mettras un 25$ là-dessus. Là. Ouais, mais je suis pas sûr que les odds seraient. Je suis pas sûr que les odds seraient si payantes que ça. Là. C'est un pari. Te rappelles-tu de mes paris à Gage-tu quand je faisais. C'était genre 1,08. Là, genre, je gagnais 8 cents sur une pièce. Là. C'est ce genre de pari-là que Desbiens ne sera pas là dimanche. Parlant de dimanche, on va. Là, j'ai-tu fait le tour de tout le monde? Là? Oui, j'ai pas oublié personne. Bon, on va aller faire nos prédictions. Je vous donne le tableau de nos prédictions jusqu'à présent. Alors, je suis le seul meneur avec 52% de bonnes prédictions. Kim est deuxième à 51% et Anso, qui est en dessous de la barre des 50%, la barre psychologique des 50%. Ça va pas bien, ça va avec pas bien. 49%. Là, les gens qui nous écoutent, si jamais vous avez des conseils à me donner, je suis ouverte. Envoyez-moi des messages. Le premier conseil, c'est arrête de vouloir essayer de faire le contraire de moi. Là. Visiblement, ça ne marche pas. Pat, tu me dis que si on fait tout le temps les mêmes moves, ça ne va jamais changer dans le classement. Toi-même, tu me dis ça. Ben oui, mais faut-il encore que tu fasses les bons moves quand tu décides de faire ça? Fait que là, je donne la chance. Puis là, tu vois, là, tu es content d'être premier. Puis là, tu l'annonces. Je suis encore premier pour une Xème semaine. Tu fais ça par charité, dans le fond. Parce que je veux que tu continues à jouer. Si tu perds, tu vas vouloir arrêter. Ça, c'est pas vrai. Ça, c'est pas vrai, par exemple. Je vous l'ai toujours dit. Je suis pas un mauvais perdant, mais je suis un Christ de mauvais gagnant. OK, Ottawa. On a quand même juste 3 choix de différence. Là. Ah oui, non, 100%. Non, c'est serré. C'est serré. Là. Kim est à une prédiction près là, de moi. Là. Non, c'est absolument serré. Et d'ailleurs, avec les matchs qu'on va faire là, on va franchir le cap des 100 prédictions depuis le début de la saison. Donc, quand même cool comme exercice. Ottawa-New York du côté de samedi. Mais en fait, c'est samedi le match à midi. Les 2 matchs en fin de semaine se jouent à midi à Toronto-Montréal.
On va aller bruncher à la Place Belle avant le match. Je vais être au match d'ailleurs dimanche pour une fois que je ne travaille pas avec la WWE pour un des matchs de la victoire. On va aller à la Place Belle dimanche, mais avant, il y a samedi à New York. Ottawa, il rendra visite. Plus ou moins 5,5 buts. On va changer ta loc, Anso. On va te faire commencer. OK, c'est bon. Moi, je vais avec moins. Moins. Kim? Moi, je vais y aller avec plus. Je les prends en note, Anso, en passant. On va être correct. Tu y vas avec plus. Ouais. Ottawa, New York, j'y vais avec moins, moi aussi. Qui va marquer dans le match? Anso. Sarah Pilier. C'est un bon choix. Très bon choix. Elle a quand même... c'est combien de buts qu'elle avait, là? Elle a une séquence de quoi? 4 ou 5 rencontres? 5. Hein? Le dernier match, elle n'a pas compté, mais elle a 5 séquences consécutives avec un but. Oui, 5 séquences. Elle a eu 5 matchs consécutifs avec un but. Là. Elle n'a pas marqué contre Toronto hier, donc ça a mis fin à sa séquence. Kim, de ton côté? Vanissova. Vanissova, ben oui, on en a parlé tantôt. Ottawa-New York. Ottawa-New York. Je vais y aller avec Abby Roque, qui a marqué un but ou deux, là, si je ne me trompe pas. Elle était dans les 3 étoiles de la dernière semaine. Je vais y aller avec elle. Qui va gagner entre Ottawa et New York? Anso. Je vais dire New York. New York. Moi aussi. New York. Toi aussi. Ah. Il serait dû New York pour en gagner une comme ça à domicile. Ottawa sont prenables sans Maschmeyer. Je vais aller avec New York. Bon, finalement, Pat, tu fais juste prendre les mêmes pics que moi pour pas que je le dépasse. Hey. Ben non, c'est les choix logiques, Anso. Ouais, tabarouette. C'est correct, je vais commencer pour Toronto-Montréal. Tu vois, je vais te retourner la faveur. J'ai peur que tu voles mes pics. J'ai peur que tu voles mes pics. Ben là, je peux jamais gagner avec toi. Tabarnouche, Kim fait quelque chose. OK, Toronto-Montréal, plus ou moins 5,5. Je vais y aller avec plus. Anso. Comment t'as dit? Moins. Moins? Tu vois? C'est ces décisions-là que tu prends là, qui sont mauvaises. Kim? Anso, je vais t'encourager, je vais dire moi aussi. Je vais Yeah! qui va marquer dans le match? Je vais y aller avec Laura Stacey. Mais attends, toi, c'est plus ou moins, là? Ah, t'as dit plus, hein? Moi, j'ai dit plus. OK. C'est ici, Anso? Moi, je vais avec Jessie Comfort. Je pense qu'elle a compté dans tous les matchs contre Montréal. Ben oui, c'est un bon... Je la prends de temps en temps comme first, c'est un bon choix, absolument. Ah, ben là, change pas ton choix, là. Je change aucunement mon choix. Je suis très à l'aise avec le mien. Calmos. Kim? Moi, je vais avec Watts. Daryl Watts. Et qui va gagner le match? Montréal ou Toronto? J'y vais... C'est tough, hein? Je vais avec Toronto. Toi, Anso? Toronto. Ouais. Moi, j'ai le goût d'aller avec Toronto parce que des biens va vraiment faire mal, là. Ça va être une... Mais tu sais, je suis comme dans un dilemme parce que je me dis Montréal joue à la maison. Ça fait longtemps qu'ils n'ont pas joué à la maison, mais c'est pas nécessairement la meilleure séquence qu'ils ont. Fait que je suis comme... C'est un dimanche après-midi. Il va y avoir sûrement une salle comble à la Place Belle. Ça devrait être plein. L'ambiance va être là, ça, c'est sûr. Je garde mon choix, là, je ne le change pas, mais Kim, t'es la dernière. Là. Bon, ben moi, pour être capable de dépasser Pat, je vais dire Montréal. Là. Commence par venir me rejoindre avant de me dépasser. Là. Mais... Hey, on termine avec le hockey universitaire parce que les championnats canadiens débutaient aujourd'hui. Et d'ailleurs, le match Concordia et Saint Francis Xavier est terminé. Et Concordia, qui sont les 5e, qui sont classés 5e, et Saint Francis, qui sont 4e, ben Concordia a gagné 5-2. Contre Saint Francis. Puis ça, on se rappelle, là, c'est un tournoi, c'est un match. Là. Tu perds, tu es éliminé, c'est fini, il n'y a pas de deuxième chance. Et
je pense, et là, je vais juste aller confirmer ça, Jessie Maud Drapeau a un tour du chapeau du Wow! côté de Hey, Concordia. bravo! Félicitations! Alors, elle a grandement contribué à cette victoire-là, bien entendu. Donc, voilà. Et Concordia va maintenant jouer contre les gagnants de l'Université d'Alberta, qui sont les premières au classement, et qui affrontent Waterloo, qui sont les 8e. Ça, ce match-là, ben évidemment, par le temps que vous écoutiez ça, ben ça va s'être joué. Mais là, le match est à 7h ce soir. Bishop joue vendredi. Bishop joue vendredi à 13h. Ils sont numéro 3, Bishops, vu qu'ils ont remporté le championnat du RSEQ. Ils jouent contre UBC. UBC sont numéro 6, mais c'est quand même une forte université. Là, la joueuse de l'année dans le U-Sport, c'est Grace Elliott qui joue justement avec UBC. Donc, ça ne sera pas nécessairement une marche dans le parc pour Bishops. Et puis, ben, si elle gagne, ben, elle va affronter les gagnants de l'Université du Nouveau-Brunswick. Yes, UNB. UNB qui affronte Toronto. Toronto est 2e, UNB est 7e. Mais la façon que c'est fait, là, le championnat, on pourrait retrouver une finale à RSEQ. Si chacun gagne de leur côté, on pourrait retrouver en finale Concordia contre Bishop. C'est quand Effectivement, ça pourrait se faire. Fun, la finale, d'ailleurs, qui va avoir lieu dimanche à 18h. Donc, cette finale-là, qui est présentée, je crois, à TVA Sport, pour ceux et celles qui sont intéressés. Et puis, ben, on a justement remis les prix de l'année dans le U-Sports cette semaine. Et puis, bon, je le disais, Grace Elliott a remporté la joueuse de l'année. Écoutez, elle a fini 10 points en avant de la deuxième meilleure pointeuse dans le hockey universitaire canadien, là, pas juste dans sa ligue à elle, mais au niveau canadien avec 42 points. Donc, ça a été une grosse année pour elle. Du côté des Québécoises ou des joueuses qui jouent dans les universités québécoises, ben, Émilie Lucier a eu sa place sur la première équipe d'étoiles. Léonie Philbert également à la défense. Il a été, les deux jouent à Concordia. Sur la deuxième équipe d'étoiles, on retrouve Maude Pépin de Bishop parmi les 3 attaquantes et la défenseuse recrue Daphné Boutin, que je vous ai parlé à quelques reprises cette année. Boutin se retrouve également sur l'équipe recrue avec sa coéquipière Noémie Fontaine. Et puis, bon, Julie Chou, qui a été nommée entraîneuse de l'année, comme Anne-Saul l'a mentionné. Puis Daphné Boutin a été nommée la recrue de l'année dans le hockey universitaire canadien. Donc, pour vrai, elle va être à surveiller, là, cette Daphné Boutin-là, du côté du RSEQ l'an prochain. Petite déception, je pense, au niveau des joueuses de Concordia. Au niveau des équipes d'étoiles, là, je me serais attendu à ce qu'une Émilie Lavoie ou une Jessie Maud Drapeau puisse au moins se retrouver sur la deuxième équipe d'étoiles. Il y a une joueuse là-dedans qui a quand même, là, je pense, c'est 25 points ou 24 points. Là, c'est beaucoup moins que ce que Drapeau et Lavoie ont eu comme production offensive. Là. Donc, j'étais un petit peu déçu qu'elle ne se retrouve pas là, mais tu vois, Drapeau s'est revengé de la plus belle des façons en marquant 3 buts aujourd'hui. Le prochain match, dans le fond, de Concordia, ça va être samedi. Les demi-finales sont samedi à 16h. Donc, Concordia va jouer son match demi-finale. Alors, on va avoir... Anso, tu as déjà gagné MVP du CIS? C'était le CIS à l'époque, oui. Ben, en fait, c'était en fait, j'avais gagné meilleur athlète de l'année. Au Canada. Ben, en fait, mais pour ça te prenait aussi l'athlète de l'année, en fait, par rapport à ton sport. Qu'est-ce que tu veux dire? Un peu comme la fille de UBC qui a gagné. Oui. Gagné l'athlète de l'année au hockey. Oui. Après ça, moi, j'étais en nomination, mais c'était à travers tous les autres sports aussi. Ah oui, il y avait du monde de basket, natation, exemple, puis Anne-Soie a gagné ce prix-là. Là. Je comprends. C'est quand même hot, ça. Ouais. Mais c'était ça ta dernière année? Oui. Oui. Mais je me souviens, je me souviens plus à quel championnat, mais tu étais allé en avant, tu avais fait un petit discours, tu avais gagné, c'est ça, tu avais gagné MVP de l'année du CIS. Là. Ouais. Je sais pas si c'était cette année-là ou... En fait, c'est un peu embêtant, je me souviens plus de ce que j'avais gagné. Mais je pense que tu en as gagné quelques-uns. Hein? Ouais. Pas juste une fois, en fait. Mais la dernière année, moi, j'avais gagné l'athlète de l'année. Puis quand que j'ai été mise en nomination pour, c'était
l'athlète BLG. C'est une firme d'avocats. Puis, habituellement, tu sais, faut que tu ailles gagner, justement, l'athlète de l'année, mais aussi, il faut que tu ailles gagner les championnats canadiens. Puis nous, notre dernière année, on n'avait pas gagné les championnats canadiens. Fait que moi, dans ma tête, je m'en vais là-bas à Calgary, puis je m'en vais pour le fun. Fait que tu as vraiment une personne, tu as un gars et une fille de chaque région. Tu sais, tu as l'Est, tu sais, Ontario, puis il y avait 4, là, l'Ouest, puis un autre. Fait qu'on avait 4 gars, 4 filles qui étaient mis en nomination de tous les sports confondus, de toutes les universités. Puis moi, je me suis dit, il y a une fille qui a gagné, son équipe avait gagné des championnats. Elle avait gagné l'athlète de l'année. Fait que moi, dans ma tête, c'était sûr que c'était elle qui gagnait. Puis quand on faisait la pratique, moi, j'étais tout le temps la première podium. Fait que là, il disait, vas-y, Anne-Sophie, juste pour le temps, puis juste s'assurer que c'est la démarche. Fait que là, moi, j'y allais. Là, je faisais semblant de faire un discours. Là, je revenais. Puis j'étais tellement sûre de ne pas gagner que là, je me suis dit, ils ont dit de l'Université McGill. Puis nous autres, dans mon temps, c'était Marc-André Dorion. Puis eux autres, c'était la première fois qu'ils gagnaient des championnats canadiens. Je me dis, c'est impossible qu'ils nomment 2 personnes de l'Université McGill, mais ils nommaient toujours les filles en premier, les gagnants. Puis après ça, les gars, je dis, ils ont sûrement fait une erreur, puis ils vont présenter les gars en premier. Et là, il dit mon nom. À chaque fois, c'est une joke, là. J'ai-tu vraiment gagné? J'étais tellement surprise. Puis, j'étais vraiment sous le choc d'avoir gagné. C'est un prix qui, quand même, c'est un gros prix pour les athlètes universitaires. Puis, j'ai trouvé ça vraiment une belle reconnaissance. Puis, j'ai inventé un discours parce que j'avais rien préparé. T'étais pas prête à gagner. Non. Tu vois, tu l'as gagné. Là, c'est le trophée Broderick qui s'appelle. C'est ça. Et tu l'avais gagné en 2011, pour la saison 2011-2012. C'était la première de 3 années consécutives où une joueuse de McGill allait le remporter. Mélodie Daou l'a remporté l'année d'après, puis Katia Clément-Hédra qui l'a remporté en 2013-2014. Ensuite, ça a été d'autres, des universités à l'extérieur du Québec qui l'ont gagné. En 21-22, ça a été Jade Dany-Landry l'avait remporté. Gabrielle Santerre l'an dernier, à son année recrue en plus, qui l'avait gagné. Et puis avant toi, il y avait évidemment Kim Saint-Pierre qui l'avait gagné là, en 2002-2003. Puis du côté, tu as aussi gagné le titre de recrue de l'année, toi, Anso, en 2007-2008 au niveau canadien. L'année d'avant, c'était Catherine Ward qui l'avait remporté. Ouais. L'année d'après, c'était, tu vois, c'est un nom qui ne me dit rien, Marie-André Leclerc-Auger. Ouais. Ouais, après ça, elle est venue jouer avec nous autres avec les Carabins. Ah, OK. Bon, tu vois. Puis Mélodie Daou a gagné le titre de recrue de l'année en 2011-2012. Il y a Mélodie Bouchard avec Ottawa en 2015-2016. Tricia Deguire en 16-17 l'avait remporté. Puis Québec n'avait pas rien remporté à ce niveau-là depuis Tricia. Puis là, ça fait 2 années que la recrue de l'année se retrouve au Québec. Là, Gabrielle Santerre l'an dernier, puis Daphné Boutin cette année. Ah, mais c'est bien le fun de revisiter cette belle histoire de hockey universitaire. Ça met fin à notre épisode de cette semaine. La semaine prochaine, on va pouvoir justement parler du championnat et espérons qu'une des 2 équipes du Québec vont être championnes. C'est déjà tout pour nous. Au nom d'Anne-Sophie Betté et Kim Deschênes, mon nom est Pat Laprade et on se dit à la semaine prochaine. C'est un rendez-vous!